Bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'école Grayscott. Donc là, on va parler un petit peu de Python sur GPU aujourd'hui. Pour faire un résumé de la situation, l'école, ça va être une école qui va avoir lieu du 1er au 12 juillet 2024. On va parler d'architecture CPU, GPU, de pression de calcul, de profilage mémoire, de profilage de calcul, de C++, de Rust, de Fortran, de Python. On va aborder du SQL, du CUDA, du EVE. On va parler avec des compilateurs comme Fortran, MVC++, G++, Clang, DPC++, etc. On va aussi parler de Legged, de TensorFlow, de JAX, notamment un peu aujourd'hui aussi. Il y a trois modalités d'inscription. C'est juste que pour le moment, depuis mardi, les inscriptions à Annecy sont complètes. Et donc, par rapport à ça, j'ai deux petites annonces à vous faire. Donc, pour le moment, les inscriptions sont complètes à Annecy. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc, la semaine prochaine, il y aura un webinaire de Joël qui va vous présenter comment convertir du CUDA en SQL. Ça fait partie des webinaires de nos chers sponsors parce que si l'école est gratuite, c'est parce qu'on a des sponsors, mine de rien. Et donc là, comme tout est en train de se finaliser, je peux en parler un petit peu. La bonne nouvelle derrière ça, c'est qu'on vous offre les repas à Annecy. Donc, on vous avait dit dans Indico que les repas seraient à votre charge. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous les offre. Donc, vous êtes inscrit à Annecy, c'est très bien. Si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas venir parce que vous avez un empêchement ou peu importe, vous nous le dites, c'est pas grave. On vous enlèvera les inscriptions, comme ça, on libérera une place pour quelqu'un d'autre parce que là, j'ai déjà reçu des mails de personnes qui voudraient s'inscrire mais qui peuvent pas parce qu'il n'y a plus de place. Donc, si vous pouvez pas venir, c'est pas grave, mais dites-le nous, comme ça, on pourra donner l'opportunité à quelqu'un de venir qui n'a pas pu s'inscrire à temps. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la partie Annecy. Donc quand même deux bonnes nouvelles, hein. Et après, vous avez toujours la partie en distanciel. Donc là, il y a encore, on est à 11 sites satellites normalement. Je parle sous le contrôle de Marie, sauf si ça a augmenté encore. On est à 12. Il y en a 12, voilà. Bah, voilà. J'en ai toujours un de retard. Faudra mettre le site à jour d'ailleurs, Oui. s'il y en a autant C'est qui que ça arrivent. va trop vite. Oui, ça va trop vite, il faut mettre le site à jour. Et donc la dernière modalité d'inscription, si vous ne pouvez pas venir, que vous n'avez pas le temps, ça sera en ligne avec un streaming sur YouTube. Donc, on va tout streamer en direct. Donc, vous pourrez suivre l'école de chez vous tranquillement. Après, vous n'aurez pas forcément accès aux ressources de calcul qu'on met à disposition au LAP et qu'on mettra à disposition dans les sites satellites. Mais voilà. Et sur ce, je donne la parole à Nabil, Alice et Jean-Marc et je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous, on va peut-être se présenter. Jean-Marc et Nabil, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui. Allez. Alors je me présente, donc je suis Alice Faure, je suis ingénieure en calcul scientifique et je travaille au laboratoire univers et particules de Montpellier. Euh, Bonjour. Nabil, tu veux te présenter? Oui, alors bonjour, je m'appelle Nabil Garoum, je suis ingénieur au LPNHE à Paris. En fait, je travaille principalement sur un l'HCB, voilà, sur le trigger à l'HCB. Bonjour, Jean-Marc Collet, ingénieur de recherche au UPNHE. Je travaille depuis plusieurs années avec Python pour faire du développement et j'ai été amené ponctuellement à faire des optimisations de code, de calcul dans ce langage. Donc, bienvenue au webinaire Python pour GPU. Alors, on va présenter dans ce webinaire plusieurs bibliothèques qui permettent de programmer sur GPU en Python. Pour la progression, on a classé ça par niveau d'intégration, enfin, et aussi niveau de facilité d'utilisation. Donc, des bibliothèques qui sont de haut niveau. On va présenter QNumérique et JAX. Donc, c'est des bibliothèques qui se veulent assez faciles à utiliser. Normalement, le programmeur ne doit pas faire beaucoup d'efforts pour les utiliser, on n'a pas besoin de penser énormément à l'architecture sur laquelle on calcule. Il y a aussi Intel DPNP dans ce style qu'on va pas présenter dans cette présentation. Ensuite, on va aussi parler de deux bibliothèques qui demandent un peu plus de connaissances en programmation GPU, CuPy et PyTorch. Bon, on cite aussi des bibliothèques bas niveau, donc Pikuda et Numba, qui permettent de faire plus d'ajustements au niveau de la mémoire, etc. On va en parler très brièvement, mais on ne va pas vraiment les présenter. Je vais faire un petit point sur le profilage et le benchmarking quand on calcule sur un GPU en Python. En fait, pour profiler un programme en Python sur GPU, on recommande d'utiliser Nsight parce que ça, donc c'est le profileur NVIDIA pour, euh, pour les programmes sur GPU. Ça marche avec Python aussi. Ensuite, il y a aussi des profileurs qui sont spécifiques aux bibliothèques que vous allez utiliser. Mais voilà, en général, vous pouvez vous rabattre sur Nsight.
pour chronométrer le temps d'exécution d'un programme, pour faire votre benchmarking, pour chronométrer aussi le temps d'exécution d'une fonction. Dans le webinaire Python pour CPU, on avait parlé du module Timeit. C'est pas recommandé pour les GPU, il faut faire attention à ça parce que selon les bibliothèques, l'exécution sur les GPU elle va être asynchrone et Timeit va vous renvoyer un temps qui est complètement, qui est pas le bon temps du tout. Donc en fait, pour chronométrer les fonctions du programme, il faut utiliser des fonctions dédiées de la bibliothèque sur laquelle vous allez vous concentrer. Donc par exemple, si vous prenez QNumérique en bibliothèque pour calculer sur GPU, il faudra les fonctions de benchmarking de QNumérique. Donc là, dans l'exemple que j'ai tiré de la doc, donc c'est la fonction time de legate.timing. Pour CuPy, c'est pareil, on a une fonction dédiée benchmark que vous pouvez utiliser. Donc voilà, faites attention à ça. Chaque bibliothèque a ses fonctions pour benchmarker. Donc je vais parler en premier lieu de QNumérique et pour ça, il faut que je présente un peu l'écosystème Python de NVIDIA. Donc QNumérique, c'est pour les GPU NVIDIA, hein. Là, je vais vous faire un peu un résumé de que NVIDIA a annoncé pour QNumérique. Alors, donc cette bibliothèque, elle se base sur Legate, qui est à la fois un projet et une sorte de couche logicielle en fait. Et le but de Legate, c'est de démocratiser le calcul distribué et hétérogène sur CPU ou GPU. Et en fait, ce qu'ils annoncent, c'est que grâce à Legate, la parallélisation est censée être implicite. Donc, c'est-à-dire que la personne qui code n'a pas besoin de se soucier de si jamais son code va s'exécuter sur un CPU ou sur un GPU ou sur du multineux, etc. Ce logiciel Legate, il repose sur un système de programmation qui s'appelle Legion et une interface d'exécution de bas niveau qui s'appelle Realm. Donc voilà, c'est basé sur CUDA. Legion et Legate, c'est pour plusieurs langages, mais en Python. Euh, c'est deux bibliothèques qui reposent pour l'instant sur Legate et Legion. C'est QNumérique et Legate.pandas. Donc QNumérique, c'est un clone de NumPy et Legate.pandas, c'est un clone de Pandas. Donc ces deux bibliothèques-là, elles permettent normalement de calculer indifférencialement sur CPU ou sur GPU. On va voir un peu en détail ce que ça donne dans la réalité. Donc je vais présenter QNumérique. Legate.pandas, il me semble que c'est un peu moins avancé dans le développement, si je dis pas de bêtises. Il faut savoir que QNumérique, c'est encore en développement, hein. Donc voilà, là c'est un peu un slide de présentation de QNumérique par NVIDIA. Donc on passe de NumPy pour CPU à en fait, en remplaçant l'import import NumPy as NP, si on fait import QNumérique as NP, on peut calculer sur une architecture distribuée grâce à Legion et Legate. Alors, dans la pratique, donc même si QNumérique est censé être un clone de NumPy, pour l'instant, il y a 68% des fonctions NumPy qui ont leur équivalent QNumérique. Vous pouvez trouver quelles fonctions sont concernées dans la doc. Pour l'installation, il faut l'installer avec Conda. Et il faut un Conda assez récent. Donc ça peut poser des problèmes sur certains clusters ou selon vos config. Pour l'import, donc comme j'ai dit, il suffit de l'importer à la place de NumPy. Donc normalement, on n'a rien à changer à son code. Ça, c'est vraiment la grosse annonce de NVIDIA qui est censée être très pratique en fait, parce qu'on n'a pas besoin de modifier son code. Pour l'exécution, c'est recommandé de le faire avec le driver Legate. Donc de toute façon, quand vous installez QNumérique, vous devez installer Legate aussi. Bon, là, il y a un exemple d'exécution. Donc on passe par le driver Legate, on choisit le nombre de CPU et le nombre de GPU qu'on veut. Donc on peut très bien demander seulement un CPU et notre programme va s'exécuter sur un CPU. Voilà, on n'a pas besoin de modifier son programme normalement. Évidemment, puisque c'est un clone de NumPy, l'utilisation de QNumérique, elle est recommandée pour des codes qui utilisent beaucoup de tableaux et de fonctions NumPy. Ce que NVIDIA a annoncé, c'est que la parallélisation avec QNumérique, elle est implicite. Donc, le développeur n'a pas à s'en soucier. Comment ça marche? Donc, c'est grâce à Legate et Legion, qui font deux types de parallélisation. Donc, la parallélisation sur les données. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que si on a un gros tableau, par exemple, QNumérique et Legion vont eux-mêmes séparer ce tableau en plusieurs sous-tableaux et pouvoir faire les calculs sur toutes les parties du tableau, en faisant ces calculs de façon parallèle. Il y a aussi une parallélisation sur les tâches. Donc, en fait, ce qui va se passer là, c'est que ils vont produire un graphe de dépendance qui va permettre de savoir quelles tâches peuvent être exécutées en parallèle de quelles autres tâches. Donc là, on a un exemple, donc tiré aussi de NVIDIA, avec deux tableaux sur lesquels on fait des opérations. Donc, on a une parallélisation sur les données.
Les tableaux A et B vont être divisés en plusieurs sous-tableaux qu'on va traiter en parallèle. Et on va aussi avoir une parallélisation sur les tâches puisque les tableaux A et B peuvent être traités en même temps. Donc voilà, ce genre de graphe de dépendance, c'est Legion qui va le produire. Bon, on verra après que ça peut créer un overhead, bien sûr, c'est-à-dire un temps supplémentaire d'analyse en fait. Mais en tout cas, voilà, normalement, on n'a pas à préciser soi-même comment paralléliser son code. C'est Legion et Legate qui s'en chargent. Voilà un exemple qui marche avec une numérique. Donc ça, c'est un exemple qui donne dans le dépôt en fait GitHub. Je l'ai pris parce que ça recoupe pas mal le thème de Gray Scott. Hein. Donc on a une grille, on applique un stencil dessus. On fait ça pour un certain nombre d'itérations. Et donc voilà, là j'applique ce stencil sur une grille de 100 fois 100. Je l'applique 100 fois. Et voilà le temps d'exécution. Donc sur un GPU, j'ai 85 millisecondes. Et si je calcule seulement sur un GPU, j'ai 525 millisecondes. Donc on a bien une accélération. Voilà, là on peut voir que j'ai importé QNumérique à ZenPay. Donc en gros mon tableau NumPy en fait il est géré par QNumérique. L'écart entre l'exécution sur GPU et l'exécution sur CPU, il s'agrandit encore quand on agrandit le tableau jusqu'à une certaine taille puisque en fait si le tableau est trop grand, ça va planter. Ça c'est un des problèmes que j'ai rencontré. La partition des données, elle se fait seulement si le tableau est assez grand pour rentrer dans la mémoire du GPU. Ils vont pas, ils vont pas partitionner le tableau et envoyer la première moitié sur le GPU, ensuite la deuxième moitié. Ça se fait pas. Donc bon, voilà, ça c'est un exemple qui marche. Maintenant, voilà un exemple qui marche pas et qui a l'air assez simple. Donc voilà, je fais un tableau de 3 dimensions avec, donc je range mes images. Et donc voilà, j'ai 2 images dans mon tableau qui font 1080 par 1920. Et j'essaye de mettre toute la première image à 1. Voilà. Et donc ça, quand je l'exécute, quand j'importe NumPy à ZenPay, ça marche évidemment. Et quand j'importe QNumérique à la place de NumPy, ça plante. Et j'ai ce genre d'erreur. Donc voilà. C'est pas très explicite. C'est compliqué de comprendre ce qui se passe. En fait, en cherchant dans les issues sur les GitHub, on voit que c'est un type de problème qui arrive assez souvent. Parce qu'en fait, il y a encore pas mal de problèmes. QNumérique, c'est une bibliothèque en développement, hein, donc voilà, il n'y a pas tout qui marche. Donc en fait, les problèmes qui sont assez fréquents, c'est les problèmes de array slicing. Donc quand on prend des tranches d'un array, donc là, typiquement, l'opération image array 0, 2 points, 2 points, ça plante. Il y a aussi le fait que mon tableau est à 3 dimensions, ça génère des bugs. Donc voilà, ça c'est une limite de Q numérique que j'ai trouvée. Il y a aussi pas mal d'exemples qui fournissent dans leur repo qui ne fonctionnent pas. C'est un peu problématique, mais c'est normal puisque la bibliothèque elle est encore en développement. La version bêta est sortie il y a 1 an seulement. Et c'est vrai qu'on peut regretter que les messages d'erreur n'aident pas énormément. Sinon, notre limite qui est cette fois annoncée par NVIDIA, c'est que, comme on avait vu la production du graphe de dépendance, la partition des données, etc., ça génère un overhead, ça va avoir un surcoût en termes de temps de calcul. Alors ça, il est indiqué que c'est compensé par le pipelining de l'analyse. Donc en fait, selon NVIDIA, le temps passé à analyser le programme pour faire le graphe de dépendance, etc., il se fait en même temps qu'une partie du calcul sur GPU. Donc normalement, on n'est pas censé voir d'augmentation du temps. Pour ça, évidemment, il faut qu'il y ait assez de calculs qui soient faits sur le GPU en parallèle, quoi. Donc voilà, il faut, bon, comme toujours avec les GPU, il faut que l'application fasse assez de calculs. Voilà. Bon, bah, c'était un exemple d'utilisation de QNumérique. Vous pouvez le tester sur votre code si vous arrivez à l'installer. Donc, il faut quand même un conda assez récent. Et voilà, si vous rencontrez des bugs, il vaut peut-être mieux utiliser une autre librairie pour l'instant en attendant que les bugs que vous rencontrez soient réglés. Enfin, si jamais ça vient des librairies et pas de vous, bien sûr. Mais voilà, c'est en tout cas un projet très prometteur pour l'instant qui est encore dans une phase de développement et de test. Donc, on ne peut pas en attendre trop pour l'instant. Je vais laisser Jean-Marc vous présenter Jax maintenant. Oui, merci. Donc, je vais vous présenter JAX. C'est une bibliothèque Python pour le calcul orienté tableau du type NumPy. JAX contient plusieurs sous-bibliothèques et un écosystème orienté pour le deep learning.
JAX est aussi conçu pour le calcul haute performance et supporte plusieurs accélérateurs en matériel que je vais appeler par la suite device, sans modification de code. JAX introduit un pseudo-langage, JAX Expression, pour décrire les fonctions numériques et faciliter le travail des transformations. On va voir ce que c'est qu'une transformation dans quelques transparents. Et JAX est aussi conçu dans le but de faire du calcul à grande échelle en gérant plusieurs devices. Donc JAX, c'est les tableaux. Donc JAX cohabite avec NumPy, mais il a sa propre représentation de tableaux, les JAX Array, qui ont quasiment toutes les fonctionnalités de NumPy. Cependant, les JAX Array ont quelques particularités. Ils sont immutables. Ce sont en fait des instances d'une classe qui s'appelle JAX Core Tracer, qui joue un rôle important dans l'optimisation des calculs. Les tableaux JAX sont associés à un device. Et là où NumPy utilise des vues, JAX emploie des copies. Et il y a une politique de type par défaut qui est différente par rapport à NumPy. Première conséquence, c'est quand on a un code avec NumPy, le portage vers JAX Ren n'est pas immédiat. Donc, les bibliothèques internes de JAX, c'est sous-bibliothèques. Donc, il y a bien sûr JAX NumPy. Il y a aussi JAX SciPy qui est porté. On contient 10 des 14 sous-bibliothèques de SciPy. Toutes les fonctions ne sont pas représentées dans SciPy, mais elles peuvent être présentes dans les annexes de JAX, comme par exemple pour l'optimisation d'une bibliothèque JAX-Opt qui permet de faire de l'optimisation comme le proposer SciPy. Il y a des sous-bibliothèques liées au calcul, les générations de nombres aléatoires, quelques autres fonctionnalités sur la manipulation d'images. Il y a JAX LAX. Alors LAX, c'est en fait l'interface NumPy bas niveau pour s'interfacer avec une autre bibliothèque qui s'appelle XLA. XLA, c'est accélérateur linéaire algebra. On va en reparler un petit peu plus tard. Et aussi, bien sûr, des sous-bibliothèques pour les réseaux de neurones de deep learning. Il y a des bibliothèques développées pour le développement avec du debugging, profilage, des bibliothèques liées au parallélisme et à la gestion matérielle. Et il y a des bibliothèques aussi consacrées à la gestion des données, la représentation des données avec JAX-Tree, Tipping et puis DLPack. Donc JAX, c'est le calcul de haute performance. On voit sur ce transparent les accélérateurs matériels qui prend en compte. Donc on a du GPU NVIDIA, évidemment, les TPU, les GPU AMD, les GPU Apple en mode expérimental. Et il est aussi installable sur les 3 OS, Linux, macOS et puis Windows. Donc, JAX est la notion de transformation. Donc, une transformation, c'est une fonction qui transforme une fonction en une autre fonction. C'est pas si compliqué que ça. L'exemple typique, c'est ce que fait JAX grade de f. Et en fait, cette grade de f retourne l'application dérivée de f. Les fonctions suivantes sont les principales transformations à connaître dans la bibliothèque JAX. Donc, il y a le grade, just in time pour la compilation à la volée, la vectorisation automatique avec VMAP, et les transformations peuvent se combiner. Donc, c'est une approche fonctionnelle. On peut faire du JIT de grade, etc. Là, un exemple de JAX expression sur le calcul de la dérivée de x carré. Donc, on attend à avoir un résultat qui nous donne 2x. Donc, j'ai défini une fonction carré qui retourne x fois x. Et on peut voir donc le pseudocode avec la fonction make JAX expression. C'est ce que j'ai fait dans Sprint, où j'ai fait un make JAX expression, JAX de grade de ma fonction carré appliquée à A. Là, on voit que la dérivée est présentée comme la dérivation de x fois y, où on dérive une première fois le x de gauche, le x de droite, et on fait la somme des deux. Et dans la dernière ligne, j'évalue donc mon carré, j'évalue la fonction carré pour
pour la valeur 5 et j'obtiens 10, donc 2x. Alors JAX, c'est le calcul haute performance. Donc le back-end de JAX, l'équivalent des classes, la PAC pour NumPy et SciPy, ça s'appelle OpenXLA. OpenXLA, c'est un consortium qui réunit les éditeurs de logiciels de machine learning et les fournisseurs hardware. Donc c'est ce qui permet de créer du code spécifique au hard et avoir une aussi grande couverture en termes d'utilisation d'accélérateurs matériels. Il y a une contrainte pour utiliser XLA, c'est que la fonction qu'on veut exécuter sur ces accélérateurs matériels soit éligible à la compilation juste à temps. Et là, il y a des contraintes, par exemple, on peut pas, enfin, il faut que la fonction, la taille et la dimension des données d'entrée et de sortie soient connues à la compilation. Pour le calcul à grande échelle, JAX permet de paralléliser les fonctions et ces données sur plusieurs devices, selon le modèle single program multi-data, avec une fonction qui s'appelle PMAP, Parallelization Map. Et cette fonction, en fait, fait appel implicitement à JAX just in time. Donc là encore, il faut que la fonction, quand on veut broadcaster sur tous les devices, soit éligible à la compilation juste à temps. Là, je vous ai mis un exemple de code et d'erreur, en fait, pour comprendre que les notions qui sont sous-jacentes de JAX sont pas forcément intuitives. Donc là, cette fonction, la fonction func, c'est juste une interface à la fonction min que l'on veut lancer sur des devices. Donc on doit lui ajouter des caractères just in time. Et quand on va appliquer cette fonction sur un JAX array de 4 éléments, ce qui paraît vraiment très, très simple, j'ai un message d'erreur où il fait référence à abstract tracer. Voilà, ça, c'est des notions qui sont vraiment propres à JAX, tracer. Donc, c'est le type de base du tableau qu'on a passé en paramètres. Si on lit pas la doc avant pour s'en dépatouiller, c'est assez difficile. La correction n'est pas forcément très, 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 très simple à comprendre. En fait, il faut modifier le transformateur JIT et lui dire que le paramètre qu'on passe est un paramètre statique. Je vais pas rentrer plus dans les détails, on le fera certainement dans l'école Prescott pour expliquer tout ça, mais c'est pour souligner le fait qu'il y a des notions à comprendre avant d'utiliser cette bibliothèque. Donc en conclusion, c'est une bibliothèque très complète, performante, mais la prise en main demande du travail. La bibliothèque conçue pour des algorithmes sans beaucoup de calcul, le passage à l'échelle entre le développement et la production est a priori facile. Le changement de device l'est aussi. C'est une bibliothèque haut niveau. JAX introduit des notions qui sont après sans équivalent dans les autres bibliothèques, qui sont indispensables à maîtriser. Hein. Et il y a des articles dans la documentation comme How to Think in JAX ou JAXera qui illustrent l'effort nécessaire pour utiliser cette bibliothèque et c'est à lire absolument. Donc sans ces connaissances, les messages erreurs sont énigmatiques. Je vous présente maintenant la bibliothèque QPAG. Donc, l'objectif de cette bibliothèque, c'est de fournir aux utilisateurs Python les capacités d'accélération GPU sans une connaissance approfondie des technologies GPU sous-jacentes. Et l'équipe de QPy se concentre sur la fourniture complète des API NumPy et SciPy pour devenir un remplacement complet, ainsi et aussi bénéficier des dernières fonctionnalités performantes de CUDA. Les supports matériels supportés sont les GPU NVIDIA et les GPU AMD en mode expérimental. Pour NVIDIA, les backends, c'est la suite logicielle NVIDIA, QGlass, Qrand, QSolver, etc.
S'il y a un petit tableau de performance qu'annonce PyPy par rapport à une implémentation CPU avec deux types de tableaux, un tableau 8 mégas et un tableau 800 mégas. Donc, comme pour les GPU, il faut alimenter le GPU pour atteindre ses pleines performances. Et voilà, donc le taux d'accélération, il est entre 100 et 200, on va dire, quand on a des gros tableaux par rapport à un CPU. NumPy et SciPy dans PyPy. PyPy définit aussi un clone de NumPy avec une représentation des tableaux. Les tableaux QPy NumPy sont forcément en mémoire du device dans le GPU. Et donc, il y a le mécanisme de transfert entre la mémoire GPU et CPU qui est assez simple. Donc, la copie d'un tableau CPU vers GPU se fait via le constructeur du tableau PyPy. Et pour récupérer la valeur d'un tableau qui est sur le GPU, on fait simplement appel à une méthode get et on a une copie disponible sur CPU. Donc, on a une très très bonne couverture NumPy version GPU. La documentation fournit un tableau d'équivalence avec deux colonnes, ce qu'on a ce qui est disponible sur NumPy et ce qui est disponible avec PyPy NumPy. Et même chose pour SciPy. Et on voit que la couverture n'est pas aussi importante que pour NumPy. PyPy permet de définir des kernels qui vont s'exécuter sur le GPU. Il y en a quatre. Il y a les kernels qui sont calculés élément par élément. Donc ça se définit sous forme de chaîne de caractères, les types d'entrée, de sortie, le code ou la formule le kernel et son nom. Il y a des kernels type réduction, donc dans le sens où, par exemple, en entrée, on a un array et puis la sortie est un scalaire, comme une norme ou une moyenne. Définition équivalente à elementwise, c'est sous forme de chaîne de caractères, quatre chaînes de caractères. Il y a la possibilité d'avoir un kernel raw où on peut reprendre du code CUDA, C. Et le dernier type de kernel s'appelle Fusion. Il s'écrit en fait comme une fonction Python normale auquel on ajoute des caractères PyPyFuse. Fusion, c'est dans le sens où on peut aussi bien écrire un kernel elementwise ou réduction. On sent que derrière, il y a un système de réécriture qui va aller sur les deux premiers kernels. Pour la gestion de mémoire, il est possible de spécifier le type de mémoire pour gagner un peu en performance. Pour ceux qui connaissent, il y a des Painted Memory Tools ou bien des Device Memory Pool. Donc, pour sélectionner son device, si on a plusieurs GPU, ça se fait avec l'instruction Python with. On dit sur ce device 1, on va initialiser le tableau. Et une fois que le tableau est initialisé, on peut l'interroger pour savoir sur quel device il est avec l'attribut device. Donc ici, il y a une série de trois transparences sur l'implémentation de l'équation d'Ascot en PyPy. Donc là, je vous ai écrit le kernel de l'équation d'Ascot avec le décorateur fuse. Donc, dans ce kernel, on reconnaît la partie, donc on résout d'Ascot en différences finies, on reconnaît la partie temporelle avec l'intégration de LM, delta t sur voilà, la dérivée de U et de V. Donc, c'est du code de Python vraiment sans problème. Il reconnaît les broadcasts. Donc dans les paramètres d'entrée, les quatre paramètres d'entrée sont des tableaux et le reste des paramètres, c'est des paramètres de diffusion, de scalaire. Donc il reconnaît le broadcast sans souci. Le deuxième transparence sur Ascot, c'est la mise en mémoire GPU. Donc je définis un stencil pour le Laplacien.
je le charge en mémoire avec le constructeur de CuPy. Et si j'ai une initialisation des tableaux UU et V sur GPU, je les charge de la même manière sur mon GPU. Le troisième transparent, c'est sur le calcul du Laplacien par convolution, l'appel du kernel et la récupération des frames sur le CPU. Donc en différence finie, le calcul de Laplacien est équivalent à une convolution en 2D. Donc j'exploite cette propriété pour le calcul. Donc, je vais aller chercher dans la librairie CuPy, SciPy Signal, la fonction convol 2D. Je renomme convol 2D GPU. Ensuite, je définis mon tableau de frames, qui va être les images qui vont être montées sous forme de vidéo. Je vais pas prendre une image à chaque itération, je vais prendre une image sur step frame pour la mettre dans le film. Donc, j'ai deux boucles imbriquées, une boucle sur le nombre d'images que va avoir mon film et puis une boucle sur un nombre d'itérations. Et dans ces boucles, j'ai trois lignes. Le calcul du Laplacien de U via la convolution 2D, le calcul de la convolution, le calcul du Laplacien de V par convolution avec la même fonction, et l'appel au kernel Prescott que je vous ai présenté il y a deux transparents. Et ensuite, je vais descendre les images sur le CPU avec la méthode get sur du tableau qui est sur le GPU, le tableau V qui est sur le GPU. Voilà. Et avec ça, j'obtiens une accélération de 80. Donc ça va 80 fois plus vite que la version CPU. Et c'est la version CPU avec Numba. Donc, avec laquelle, en principe, on atteint la vitesse du son. Donc, on est bien dans les accélérations proposées dans le tableau au début de la présentation. Donc, les conclusions, ben, c'est un retour très positif avec CuPy. Pas de problème d'installation sur deux clusters, MOST et OCC. C'est une DP3. Le mécanisme de base de placement mémoire CPU et GPU est très facile à comprendre et à utiliser. Pas de surprise dans l'utilisation des versions GPU de NumPy et SciPy. Les kernels GPU peuvent s'écrire en Python. L'adaptation en fait de Prescott était rapide et le gain de vitesse obtenu avec cette adaptation un peu naïve est déjà important. Donc, je peux dire que sur cet exemple, la bibliothèque CuPy a atteint son objectif. Et en plus, la documentation est bonne. Là, je vous présente très, très brièvement les possibilités qu'offre Python pour faire du GPU NVIDIA bas niveau. Donc, j'ai recensé trois bibliothèques qui font ça. C'est parfois, ça peut être nécessaire si on veut vraiment gagner en performance sur la gestion de la mémoire ou la répartition des calculs, si on veut s'adapter mieux à l'architecture d'une carte GPU. J'ai pas de retour d'expérience pour l'instant. Peut-être on en aura pour l'école Prescott. Donc ces trois bibliothèques, c'est une sous-bibliothèque de Numba qui s'appelle Numba for CUDA GPU. Bien sûr, la bibliothèque PyCUDA. Et CuPy offre aussi une sous-bibliothèque de bas niveau pour coder les GPU. Voilà. Je laisse la parole à Nabil qui va vous parler de PyTorch. Ouais, alors bonjour, donc je vais vous présenter la librairie PyTorch qu'on a classée par consensus comme une librairie intermédiaire par rapport à ce qu'on a défini auparavant. Donc c'est une librairie qui a été créée par Meta, donc anciennement Facebook, et créée spécifiquement pour le deep learning. Mais par contre, en fait, on va voir qu'elle a d'autres fonctionnalités très très intéressantes qu'elle combine, comme des opérations arithmétiques en fait sur les tenseurs, alors sur le modèle NumPy, un peu comme CuPy d'ailleurs qui a été présenté par Jean-Marc. Les opérations de deep learning, donc c'est tout ce qui est réseau de neurones et surtout des graphes. Ça, c'est une force de la librairie. Et une autre caractéristique très intéressante, du coup, qui sera très utile pour l'école Gray-Scott, qui sont les opérations de dérivation automatique, ce qu'on appelle l'autograde, sur les tenseurs ou les fonctions analytiques. Alors, l'installation est très, très simple. On fait un import torche et puis la librairie est installée.
Voilà. Alors les back-ends, juste pour résumer en fait ce que tu utilises en fait PyTorch pour accélérer le calcul. Alors principalement ça va être le back-end CUDA, donc qui n'est pas entièrement open source en fait. Voilà. Donc en fait là je vous mets le lien sur tous les back-ends et un screenshot de la documentation sur tous les back-ends qui sont utilisés. Et dans ces back-ends-là, vous allez trouver en fait un back-end spécifique pour CUDA qui va utiliser la partie accélération NVIDIA en fait. Et dedans, donc on va trouver QBLAST notamment, qui a été cité précédemment. Alors il y a un effort actuel en fait pour passer la partie calcul matriciel, c'est QTLAS, qui est elle entièrement open source. Donc c'est pas un travail qui est encore complet, mais qui est en train d'être fait. L'intégration d'OpenExcella a été amorcée il y a 2 ans de ça en fait, et maintenant c'est dans la version de base, et ça permet notamment d'utiliser en fait les TPU, donc qui sont mis à disposition pour Google en fait pour accélérer le calcul tensoriel ou matriciel de grande dimension. Voilà, donc ça ici bon. Alors comment on calcule les tenseurs sur PyTorch? Alors, PyTorch c'est dédié au calcul tensoriel. Donc tenseur c'est tout ce qui est matrice supérieure à 3 dimensions. Juste pour être d'accord sur les termes. Et donc, par défaut, l'exécution se fait sur CPU. Voilà. Donc, en fait, on importe la librairie et on déclare une variable. Si on fait la variable .device, ça va nous donner, en fait, l'endroit où cette variable est stockée. Et donc, pour savoir si on a accès à un GPU ou pas dans notre installation. Et donc, en fait, il y a une méthode qui permet de le faire. C'est CUDA is available, en fait, et ça vous donne tous les devices GPU qui sont disponibles numérotés avec leur référence. Voilà. Pour utiliser le GPU, en fait, ça se fait à la déclaration de la variable. Donc, en fait, on déclare un torch tensor, en fait, on lui dit le device dans lequel on veut le mettre. Par exemple, là, j'ai mis CUDA 0, c'est-à-dire qu'en fait, j'utilise le GPU numéro 0, en fait, qui a été identifié précédemment. Si vous avez plusieurs GPU, vous mettez CUDA 1, par exemple, et il va vous le mettre, en fait, sur un autre GPU. Et donc là, on peut vérifier que la variable est bien stockée sur le GPU en fait en question, et on peut même en fait interroger la mémoire utilisée en fait par cette variable. Alors ça, c'est très important cet effet mémoire parce que souvent c'est la limitation qu'on va avoir en fait sur les données qu'on va transférer au GPU pour faire du deep learning. Voilà. Le transfert des variables se fait à la volée, hein. Donc en fait, on dit tensor-to et on transfère soit du CPU au GPU. On peut faire des transferts inter-GPU, d'un GPU à l'autre, donc le CUDA 0 ou CUDA 1. Et on peut aussi rapatrier plus tard en fait les données sur le CPU. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez facile à faire grâce à la librairie. Voilà. Alors, donc, toutes les opérations qu'on peut faire sur les tenseurs, hein, c'est les opérations habituelles qu'on retrouve dans NumPy, avec donc tout ce qui est opération arithmétique, multiplication de matrices, des fonctions analytiques, etc. Donc ça, c'est vraiment, on couvre pratiquement tout NumPy, avec des fonctions comme view, comme reshape aussi, qui sont disponibles en fait en natif dans la librairie. Voilà. Donc, alors pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que comme c'est une librairie qui est réputée pour le deep learning, en fait, la partie travail sur les matrices et sur les tenseurs peut passer inaperçue. Et en fait, elle a quand même des capacités, enfin des utilités très importantes pour cette partie-là. Donc là, on va voir quelques exemples de calculs tensoriels sur les GPU notamment en fait. Donc là, je donne un exemple en fait d'un produit matriciel ou element-wise, donc sur la même cellule. Donc un produit matriciel standard en respectant la dimensionnalité et en fait un calcul en fait element-wise point par point en fait de la matrice. Donc ça, c'est assez facile à faire. La librairie supporte aussi le broadcasting sur le modèle NumPy, en fait, pour optimiser le calcul des grandes matrices. Donc, en fait, avec une fonction qui s'appelle matmul, en fait, qui est une fonction propre, en fait, à PyTorch. Alors, ensuite, une des fonctionnalités vraiment très intéressantes, en fait, et qui fait un peu la force de cette librairie, qui a été aussi citée par Jax dans la présentation que Jean-Marc vous a fait de Jax, c'est en fait la vectorisation native des fonctions. Donc en fait, une fonction, ça se déclare très facilement. Donc là, vous voyez un exemple d'une fonction polynomiale et du calcul de sa dérivée en fait à la volée. Donc on déclare en fait un tenseur, on déclare la fonction en fait, on déclare que donc en fait ce que je mets en bleu ici, c'est on déclare qu'on veut sur ce tenseur-là, on veut calculer la dérivée par rapport à une fonction donnée. Donc on déclare y.backward pour dire qu'on calcule le gradient en fait, et quand on fait le calcul x.grad, on a directement en fait la dérivée
au point 2 de la fonction y. D'accord? Donc, en fait, le calcul de la dérivée se fait à la volée. Donc là, je vais donner un exemple un peu plus compliqué dans le slide suivant, de calcul de dérivées composées. En fait, alors ça vient du fait qu'on fait des réseaux de neurones, et donc l'idée, c'est de transférer en fait des informations, enfin des données, des tenseurs de couche en couche. Donc là, on va définir un tenseur. On va définir une première fonction qui utilise ce tenseur et une deuxième fonction qui utilise la première fonction. Et donc là, juste pour être clair sur le discours, la déclaration des fonctions, là, vous avez un screenshot du notebook dans lequel je fais ça. Donc, ça sera présenté à Grayscott, évidemment. Vous déclarez les fonctions comme de manière native, en fait, y égale à 3x plus 2 et z est égal à 2y au carré. D'accord? Ensuite, on va dire qu'on veut calculer en fait le gradient de z par rapport à x. Et en fait, le calcul des dérivées composées se fait de manière automatique au format tensoriel. D'accord? Voilà, donc ça, c'est quand même une fonctionnalité très très forte, qui est très très intéressante pour le calcul rapide des dérivés, et en fait, qui simplifie aussi leur déclaration. Ça, c'est voilà, c'est un avantage. Et donc, fin 2023, en fait, il y a une librairie qui a été publiée basée sur PyTorch, qui s'appelle magnum.np, en fait, et qui permet de calcul, en fait, d'utiliser le GPU pour le calcul des différences finies, enfin des éléments finis et des différences finies, en fait, basé sur cette capacité de calculer les gradients et les dérivées de fonctions de PyTorch. Donc là, je vous mets un article, c'est quand même un nature, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même quelque chose d'intéressant à exploiter. Voilà. Alors quoi? L'idée, c'est de garder à l'esprit, c'est que vous pouvez faire, en fait, utiliser PyTorch, même si vous ne faites pas du deep learning. Voilà. Alors, les outils de profilage, il y en a deux qui fonctionnent avec la librairie. Il y a le profileur PyTorch, donc on importe en fait avec Torch Profiler, et donc il va vous permettre vraiment dans les opérations de deep learning en fait de caractériser le temps pris par telle ou telle étape, notamment en fait soit vous faites des transformations de données, soit vous voulez en fait faire une métrologie de vos époques, de vos cycles en fait, de vos étapes d'apprentissage. Et ça, alors, le profiler Torch, en fait, est assez facilement intégrable dans VS Code, ce qui est quand même très, très pratique, en fait, pour les gens qui codent entièrement sur VS Code. L'installation est très, très facile. Vous avez aussi accès, en fait, au profiler NVIDIA. Donc, en fait, l'import se fait pas de la même manière. Dans le premier cas, en fait, on fait with Torch Profiler. Donc, ça, c'est vraiment le profiler natif de PyTorch. Là, en fait, on va importer en fait Nsight plutôt. Alors, c'est Torch CUDA Profiler en fait, et on va pouvoir utiliser Nsight pour caractériser des kernels ou les transferts mémoire ou des choses comme ça. Donc, deux outils de profilage selon ce que vous voulez faire, soit du deep learning en fait, soit du profilage de calcul combinatoire, du calcul matriciel. Voilà. Donc là, j'en ai fini avec la librairie. Juste pour vous donner un résumé de tout ce qu'on vient vous présenter, là, c'est un tableau un peu récapitulatif des caractéristiques en fait, de toutes les librairies. Donc, c'est numérique, QNumérix, JAX, CuPy et PyTorch. Alors, les fonctionnalités de deep learning et de dérivation, elles sont présentes que dans JAX et dans PyTorch. QNumérix et CuPy étant vraiment dédiés en fait au calcul matriciel ou au calcul algébrique. QNumérix est censé être multi-accélérateur, CuPy il est également en fait. Et donc on voit là quand même que la librairie qui va potentiellement couvrir un peu tous les cas d'usage, c'est plutôt JAX en fait voilà, qui coche un peu toutes les cases avec les possibilités de profilage, multi-accélérateur, etc. Donc voilà, un peu. Normalement, avec les quatre librairies qu'on vous a présentées aujourd'hui, vous devrez quand même trouver votre bonheur en fait pour vos cas d'usage, quels qu'ils soient, si vous voulez utiliser Python ou rester sur des langages un peu plus haut niveau. Voilà. Et donc, il reste le slide de conclusion. On vous a mis un peu les logos de toutes les librairies qu'on vous a présentées. Et donc, on est prêt à répondre à vos questions. Ok, bah merci Alice, Jean-Marc et Nabil. Alors, il y a déjà des questions dans le chat. Alors, il y avait une question pour Alice. Bonjour, avez-vous mesuré les performances en prenant en compte les transferts CPU-GPU? Parce que c'est ça que quand tu présentes les résultats, c'était surtout sur le calcul. Non, j'ai pas fait trop de mesures de performance hein, avec QNumérique. J'ai vraiment juste testé avec des matrices de plus en plus grandes et des itérations de plus en plus grandes. J'ai pas fait des mesures de performance vraiment
vraiment précise. Bon, parce que vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'exemples qui fonctionnaient, je préférais pas faire des trucs très précis. J'ai l'impression que c'est quand même encore beaucoup en développement et qu'il y a des choses qui peuvent changer assez vite, quoi. Oui, surtout qu'il y a bientôt une release de prévue pour ce mois-ci ou le mois prochain, donc pour le coup, c'est vrai qu'effectivement. Ok. Question juste après. Donc, d'ailleurs, c'était une question de Kamel. Maintenant, ça serait une question de Ola. Comment ces bibliothèques numériques et JAX gèrent les volumes de données qui dépassent la mémoire vive? Donc la mémoire du GPU. Bah, je dirais les deux, mais je pense Ouais. qu'elles font un peu comme elles peuvent. Oui, bah alors que numérique, ça plante, hein. En Ouais. fait, La nouvelle version, normalement, ça ne plantera pas, mais c'est vrai que celle actuelle que tu as testée, elle n'est pas encore capable de faire ça. ah d'accord, ouais, ok. Ouais. C'est peut-être pour ça, oui. En tout cas, ouais, bah, j'espère que la nouvelle version pourra le supporter. En tout cas, la version actuelle, quand on utilise un GPU, ça plante. Après, quand on est juste avec NumPy, CPU, ça marche, mais le problème, c'est les tableaux qui dépassent la mémoire du GPU. Et Jax, je sais pas, Jean-Marc, si tu as des infos. Pour JAX, non, j'ai pas exploré l'utilisation multi-device pour absorber des grandes quantités de données. Je suis désolé, mais a priori, c'est prévu pour. Alors, pour PyTorch, en fait, il faut pas dépasser la mémoire du GPU. Voilà. Oui, Donc, après, c'est pas facile à gérer aussi, donc voilà. ouais, voilà. Donc, en tous les cas d'usage qu'on a eu, on a dépassé la mémoire du GPU. En fait, c'était très, très, très lent pour ça planter. Donc, en fait, on fait attention sur les données qu'on envoie sur le GPU à ne pas dépasser la mémoire du GPU. Voilà. Oui, oui, c'est de loin la partie la plus difficile à gérer quand on fait un back-end de calcul, hein. Donc, pour Mm. le coup, on peut pas trop leur en vouloir. Ouais. David qui nous demande qui produit JAX? C'est Google. Ouais, c'est Google, oui. C'est Google, OpenXML oui. aussi, je crois, hein. Et OpenXLR, en fait, je crois que c'est Google aussi, en fait. Si ma mémoire est bonne. J'avais lu ça il y a quelque temps et en fait, que ce soit Jax ou toutes les librairies qui vont être basées sur OpenXLA vont pouvoir avoir accès au TPU en fait. Donc c'est d'autres accélérateurs que les GPU, ce qu'on appelle les Tensor Processing Unit en fait, qui normalement sont c'est un peu plus performantes que les GPU pour le calcul de tenseurs. Donc Jax, oui, je crois que c'est Google. Oui, tout à fait. Oui, oui. Non, mais j'avais la réponse, c'est juste que Ouais. voilà, faut être interactif, quoi. C'est ça. Nat qui nous demande pourquoi JAX est considéré haut niveau et pas PyTorch. Parce qu'on les a mis en intermédiaire, je crois, les deux, non? Oui, c'est ça, oui. Mais bon, PyTorch en après. intermédiaire. Ouais, finalement, Bah, après la présentation, des fois, c'est un peu. c'est un jugement aussi qu'on fait. La distinction est un peu, Ouais. un Moi, peu je limite. considère quelque chose d'intermédiaire où tu dois en fait manipuler ton transfert mémoire à la main. Du moment que tu dois dire en fait où est-ce que tu crées ta variable, etc., je considère que c'est plutôt une librairie qui est intermédiaire. Jax, en fait, va pouvoir te gérer les transferts automatiquement. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est plutôt une librairie haut niveau parce qu'en fait, elle va t'affranchir de cette partie où est-ce que je mets ma variable, où est-ce que je la stocke. Alors que sur PyTorch, tu es quand même obligé de le faire à la main si tu veux que les choses se passent bien. Et Jacques met en avant que si tu changes d'accélérateur matériel, tu changes pas le code. Oui, Exactement. JAX, il se débrouille plus automatiquement, donc C'est effectivement, ça. c'est un peu Ouais. plus simple à utiliser. Ok. Ouais. Ensuite, Thierry qui nous demande, existe-t-il des pipelines type scikit-learn pour GPU? Alors, je peux répondre oui, et je peux répondre si vous voulez en savoir plus, je vous en parlerai le 13 juin, donc ne spoilez pas ma présentation, s'il vous plaît. Mais voilà. Je vous parlerai de ça pour mon deuxième retour de la GTC, la deuxième partie. Ensuite, Samuel qui nous demande si Librairie n'utilise pas les tenseurs Core des cartes. Est-ce que vous avez Si. regardé ça? Normalement, si, hein. Oui, Si, on est si, si, d'accord. oui, Oui, si, oui. si, c'est optimisé pour ça, ouais. Si, si. C'est de toute façon, si en back-end, ta Cublas et consorts, a Exactement. priori, Ça ça va se se passe bien, faire, hein. C'est fait c'est ça. pour. Mm. Donc voilà. Bah tiens, bah d'ailleurs, comme il y a plus de questions dans le chat, je vais enchaîner avec les mêmes, les miennes. Ah bah non, tiens. David qui nous dit. Ah non. Ah, mais vous avez posé trois questions en même temps. Ok. Camille qui nous demande pourquoi Jax préalloue 75% seulement de la mémoire GPU lors de la première exécution. Vous avez vu ça? Non. Non. Non, Ça dépend peut-être de ton cas d'utilisation, en fait. non, j'ai pas de. Ensuite, on a David qui nous demande est-ce que les TPU sont accessibles autrement que via un cloud Google? Pas à ma connaissance.
Ouais, bah, en même temps, c'est leur architecture, donc C'est leur effectivement. architecture. En fait, alors ce qui est très bizarre, c'est qu'eux, ils ont leur propre framework. Donc anciennement, TensorFlow, Keras, et maintenant il y a Ajax. Mais ils ont quand même accepté que Meta, en fait, utilise leur TPU. C'est-à-dire que si tu fais un Google Colab, donc un Jupyter Notebook sur le cloud Google, en fait, PyTorch est autorisé à utiliser un runtime TPU. Donc voilà, c'est quand même, Ouais, ils sont pas sectaires, j'allais dire. Voilà. bah, c'est bien. Voilà. J'avais une petite question CuPy. Jean-Marc, quand tu as présenté CuPy, quand tu as parlé des back-ends, j'ai Ouais. pas pu m'empêcher de remarquer Nickel en back-end. Est-ce que ça implique que CuPy est capable de gérer un peu de communication ou un peu de scalabilité entre plusieurs nœuds ou plusieurs GPU? Oui, et Ok. c'est classé en fait dans les fonctionnalités bas niveau. C'est Ah très bah Nickel, c'est important. très très bas niveau. Nickel, c'est plus bas niveau que CUDA pour vous donner une Ah idée, hein. bah Donc voilà, oui, ouais. c'est bas niveau Nickel, Ouais, hein. ouais. Donc Mais ouais. Il y a un article dans la doc Occupy bas niveau, donc ouais, tout à donc fait. a priori, voilà, si vous faites du CuPy, vous pouvez utiliser plusieurs GPU, ça va bien se passer, quoi. Et Nickel est capable de communiquer sur plusieurs nœuds avec plusieurs GPU directement, donc normalement, il y a moyen qu'il se passe des choses et que ça soit bien. Ouais, donc c'est encore plus puissant que ce que tu as dit, en fait. Mais c'est très bien. Bah tiens, bah, j'avais une petite question PyTorch. Yes. Nabil, quand tu as parlé justement des transferts, on en reparlait tout à l'heure des transferts mémoire, Ouais. ils sont explicites dans ton exemple. Tu as moyen d'utiliser une technique de feignant pour qu'il se débrouille ou faut toujours l'aider un petit peu? Non, pas à ma connaissance, il faut que tu le fasses à la Ok. main. Alors, en fait, il le fait automatiquement. Par contre, quand tu es dans le cadre quand tu as défini, en fait, un modèle de deep learning, Ah oui, parce que là, il sait. Ok, il sait, en d'accord. fait, que dans ce cas-là, il faut qu'il passe sur le GPU s'il en trouve un, par défaut. Mais par contre, si tu fais du calcul matriciel au tensoriel pur, en fait, c'est à toi de lui déclarer où est-ce que tu transfères ou pas. Ok. Et du coup, C'est vraiment à la main, là, pour le coup. j'ai Voilà. une deuxième question par rapport à ça. Tu as Ouais. dit qu'on pouvait faire du transfert entre GPU. Oui. Est-ce qu'il est malin et qu'il arrive à utiliser les NVLink s'il y en a un ou est-ce qu'il faut l'aider? Normalement, oui, mais Ok. j'ai pas vérifié. Voilà. Ça, Non, c'est mais un c'est truc à c'est quand même vérifier un, pour Grayscott, je pense. c'est quand même un très bon point. Du coup, si on a Ouais. des gros problèmes à traiter, mais qu'on a un NVLink, a priori, il y a moyen que ça déchire, quoi. Normalement, il le fait, mais il faut que je vérifie. En fait, il faut que je fasse un essai en fait pour savoir s'il le fait réellement. Mais pour ça, il faut avoir une machine où tu as deux GPU, quoi. Oui, oui, bah ça après, bah deux GPU avec un NVLink, parce que tout, pour Avec le coup, nous, NVLink, voilà. on a plusieurs GPU par machine à chaque fois, mais on n'a pas de NVLink. Ouais. Normalement, il a été optimisé pour la gestion multi-GPU, en fait, Ok. justement. Donc, voilà. C'est ce qu'ils vendent dans la doc. Bon, moi, j'ai jamais eu de cas d'usage parce qu'en général, je m'en sers que d'un seul. Mais voilà, Il y en a à l'Idriss, Dimitri nous dit, voilà, bah, faut embarquer l'Idriss dans l'école. ok. Faut y penser pour le Ouais, prochain c'est pour cours. toi, Jean-Marc. Ok, il y a Jean-Marc qui a mis le lien à la doc Nickel CuPy si vous êtes intéressé dans le chat. Nat qui nous dit c'est pas le driver CUDA qui gère le NVLink. Dans ce cas, ça ne dépend pas de l'outil Python. Alors, le driver CUDA, il fait des truands en termes d'allocation et de transfert, mais le NVLink, faut quand même pas exagérer. Il est pas malin à ce point-là. Faut quand même En l'aider fait, un je petit peu. suis même pas sûr que CUDA t'expose le NVLink dans l'API, en fait. Euh, Disons, alors, quand tu fais du CUDA naïvement, alors, quand tu fais du CUDA tu naïvement, fais non, du même copy mais host device et device host, mais pas device device. Donc, alors si, 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 quand tu fais du CUDA, tu fais device device complètement, hmm, complètement. Tu as Hmm. dans un CUDA même copie, tu as l'option host to host, ouais. device to host et host to device. Ça, il y a aucun problème. Tu peux le faire. Après, par où il passe, ça le regarde. Ouais. Et je suis en train de vérifier en même temps que je vous parle. En fait, si, Hmm. normalement, dans PyTorch, il le fait. Mais avec du NVLink, en fait. Mais alors, Mais après, normalement, si je dis pas de bêtises, Nickel permet de le faire. Donc, comme Nickel, de toute façon, c'est en dessous, ça gère vraiment la partie communication qui est en dessous CUDA, c'est dans Magnum IO, en fait. Donc, c'est plus bas niveau que CUDA. Normalement, alors tu peux pas forcément y accéder à la main en disant je veux absolument que, mais il y a moyen que, il y a certainement des méthodes pour choper l'info et faire en sorte qu'il utilise vraiment le NVLink. Mais normalement, il doit le détecter en fait. hmm. Ouais, c'est ça, Nat qui nous dit tu peux faire device device et ça passe par NVLink si dispo. Donc normalement, il est censé quand même t'aider, mais c'est en dessous, c'est les bibliothèques qui sont en dessous qui vont
qui vont essayer de donner un coup de main pour que le NVLink soit utilisé correctement. Oui, c'est ça. Ouais, normalement, ouais, comme Jean-Michel le dit, le NVLink apparaît dans le driver. Donc, effectivement, on est censé voir que. C'est des cas d'usage très fréquents, enfin, les transferts de données multi-GPU. Bah, en fait, ça dépend de l'échelle de ton problème, mais dès que tu commences Hmm. à faire de la mécanique des fluides, que tu commences à faire de la simulation de Ouais, réservoir, que tu commences à faire de la simulation en termes d'avion, en termes de voiture, en termes même de MHD, de magnéto-hydrodynamique, ouais, très 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 vite, le problème est tellement énorme que tu es obligé de faire de du faire du calcul transfert. parallèle et de faire du D'accord. calcul GPU. Après, tu as un truc tout bête, hein, l'entraînement aussi de très très gros modèles en machine learning Ouais, implique aussi d'avoir beaucoup de communication et du coup ouais, d'avoir des NVLink et d'avoir, enfin même d'ailleurs là ils vont au NV Network hein, à ce niveau-là quand tu as vraiment besoin d'exploser ton modèle en plein de petits morceaux parce que ça tient pas sur un seul GPU. Donc oui, c'est très très important. Mais après, c'est vrai que c'est pas les échelles, enfin, tu fais pas de l'analyse de données avec ça, c'est plutôt de la ouais, simulation. ouais. Mais voilà, c'est ça, ouais, Nat, t'as raison. Ouais, dès qu'on fait du calcul multi-GPU, effectivement, il y a besoin généralement, enfin, ça aide. Il y a même toute la partie. Bah, ça, c'est un truc, bah, je ne vais pas vous en parler maintenant, mais typiquement, des bibliothèques qui font ça très très bien. Il y a MVAPICH qui fait ça très bien. Il y a une mise à jour de Decay à la GTC. Je vais vous en parler un petit peu parce que là, ils ont poussé le bouchon un petit peu loin. Donc, il y a des bibliothèques qui permettent de faire ça, communication GPU-GPU de manière très efficace. Il y a NVSHMEM, OpenSHMEM pour faire de la communication. GPU, GPU, mais directement dans les kernels, sans passer par le CPU, où vous passez, en plus là, ils ont fait des optimisations, on passe directement sur la carte réseau sans passer par tout le reste. Enfin bon, voilà, je vous en parlerai le 13 juin de tout ça. Il y a des optimisations de fou qui ont été faites. Oui, MPI CUDA-Aware marche très bien aussi. Ouais, ça, je vous en parlerai aussi un petit peu. Ah, Samuel qui nous dit, je comprends pas quel chemin il prend s'il prend pas le NVIDIA. Bah, c'est très simple, tu fais GPU, CPU, CPU, GPU en fait. Tu repasses par la mémoire Du CPU. du CPU. C'est pour ça que c'est un peu bête et c'est mieux que le truc arrive à détecter directement qu'il y a une V-Link. Pour ça, c'est un peu ridicule. Mais ça fait partie des choses à faire s'il y a pas de NVLink. Après, il y a des truandes qui sont arrivées maintenant. Il y a le RDMA pour GPU qui est arrivé cette année aussi. Je vous en parlerai un petit peu, je vous en parlerai un petit peu le 13 juin, où un GPU est capable de voir la mémoire d'un autre GPU, comme on fait ça sur CPU, où un CPU voit la RAM d'un autre CPU. Enfin d'une autre machine. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire, hein. Et s'il y a pas de NVLink, il passe direct par le PCI, c'est ça, c'est justement ça. Quand on dit ouais, c'est CPU, GPU, GPU, CPU, GPU, en fait, c'est vraiment on passe deux fois par le NVLink. Donc c'est exactement ça, Samuel. Bon, bah, s'il y a plus de questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Ah, ça y est, on commence à avoir des merci. C'est le moment de s'arrêter. Ouais, Quand on commence à avoir des merci dans le chat, c'est qu'il faut s'arrêter. Bah, encore merci à vous trois, Alice, Jean-Marc et Nabil, c'était très intéressant. Donc évidemment, vous avez effleuré ce que vous avez présenté à l'école parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup plus de choses que ça, évidemment. Il y a aussi potentiellement des versions qui vont être mises à jour en mai ou en juin. Je pense notamment à Qtlas comme backend PyTorch et à Qnumerix et à Leggett qui ont une mise à jour qui déchire, vraiment. Donc, on verra si on a le temps de vous présenter ça à l'école. Si on n'a pas le temps, au pire, ça sera pour l'année prochaine, hein. On va pas s'embêter, hein, mais on verra si on a le temps de le faire. N'oubliez pas la semaine prochaine notre présentation. Donc en plus c'est Joël qui présente, hein, donc vous le connaissez déjà, il vous a déjà présenté des choses. Donc conversion CUDA vers SQL si vous voulez. Si vous avez déjà un code CUDA mais que vous voulez le faire tourner ailleurs, c'est un très bon complément à la présentation que vous a déjà fait David. Donc pour le coup, passez voir la semaine prochaine ça. Et donc on vous rappelle aussi que les inscriptions sont complètes à Annecy, mais si par hasard vous pouvez pas venir, ça arrive hein, d'avoir des imprévus, vous nous le dites, comme ça on réouvre, enfin on vous enlève des inscriptions et ça permet à d'autres personnes qui veulent s'inscrire de s'inscrire. Parce que voilà, nous comme on va vous offrir le repas, il faut qu'on puisse quand même être sûr qu'il y aura quelqu'un qui viendra, quoi. Donc voilà. Surtout si vous pouvez pas venir, vous nous le dites. Et donc sur ce, bah merci à tous et puis à la prochaine. à la prochaine. Salut, au revoir. Salut, Au au revoir. revoir. Et au revoir. Allez. Au revoir.